Le plan quinquennal semble une manœuvre de guerre, résultant de la lutte économique entre les nations. Il s'agit de vaincre, il s'agit de dépasser. Cette raison agit fortement. Elle permet, comme on voit en tout pays, dès que l'honneur national est dans le jeu, une certaine tyrannie, un mépris des besoins réels, un surmenage, un fanatisme. On se demande si les Russes, équipés comme ils sont, ne sont pas déjà au-delà du bonheur, et si l'existence paysanne, avec encore un ornement de pensée, n'est pas possible dès maintenant pour ces millions d'hommes. Dans le fait, on remarque une sorte de fuite des ouvriers, principalement de mineurs et de fondeurs, et un retour à la terre, dont la raison est assez facile à deviner. Le travail de la terre est le seul qui, même dans des conditions médiocres de production et de vente, assure premièrement la nourriture du travailleur, par ceci que le produit immédiat est nourriture. Ainsi, il y a des déserteurs de l'industrie, comme il y en a de toute guerre, et surtout une pensée de désertion, bien naturelle, car la rivalité entre nations n'intéresse que les chefs. Seulement, les chefs, soit de guerre, soit d'industrie, sont des joueurs, pour qui la paix des champs ne compte guère. Ainsi, nos frères russes seraient des fantassins comme nous, des pions d'échiquier comme nous. La révolution prolétarienne est bien oubliée. Telle est l'apparence, tel est le prétexte. En réalité, le régime que nous voyons se développer là-bas, par la prédication et par la contrainte, par le spectacle plus ou moins grossi de l'équipement sans mesure, par les gigantesques barrages, par les villes neuves, par l'immense usine qui tend à abolir ce que nous appelons la campagne et le paysan, ce régime de fer, à proprement parler, tombe dans la commune règle, à savoir que la politique extérieure n'est qu'un moyen d'assurer une certaine politique intérieure. Comme on voit que les terreurs qu'on voudrait bien nous donner ont pour fin de rétablir une caste dirigeante, et comme on voit en Allemagne que les mêmes peurs et le même honneur vont à restaurer le pouvoir des barons industriels et agricoles. Au pays des soviets, je soupçonne que l'ivresse d'industrie a pour fin de garder à la révolution son caractère prolétarien, sans lequel elle ne peut manquer de revenir à l'antique gouvernement des millionnaires et des chevaliers. Le prolétaire est un ouvrier d'usine. C'est par l'usine qu'il forme ses pensées, ses coalitions, ses mœurs, et même son irréligion caractéristique. Ce qui résulte non seulement d'un certain mode de travail divisé, d'habitation, de ravitaillement, de rassemblement, mais encore et surtout d'un travail direct contre la chose résistante, d'un travail dont les moyens sont à la pointe de l'outil, sans mystère aucun, et dont les résultats sont aussitôt saisis, mesurés, expliqués. Ce genre de vie explique un genre de révolution, un sévère idéal de justice, une critique des maîtres, une simplification, des sentiments, et enfin un esprit strictement positif, qu'on ne dupe point. Le paysan n'est nullement un prolétaire. Le paysan n'est pas entassé autour d'une usine. Le paysan ne travaille pas à la cloche et à heure comptée. Le paysan ne peut comprendre le contrat de travail, la quotidienne délibération, la foule toujours rassemblée et toujours menaçante. Le paysan vit en famille et selon la loi de famille, toujours patriarcale. Et le travail aussi du paysan est très différent du coup de lime ou de ciseau dont l'effet se voit tout de suite. Le résultat dépend de longues préparations, sans compter le soleil, le vent et le nuage. L'espérance et la patience y font plus que l'esprit d'audace. L'aïeul y garde toute l'autorité du conseil, fondée sur une longue expérience, d'où il résulte que les sentiments de famille se trouvent fortifiés par le travail même. De toute façon, le paysan apprend un genre de respect, de soumission et de résignation dont l'ouvrier d'usine n'a seulement pas l'idée. La religion revient inévitablement telle qu'elle fut toujours, c'est-à-dire paysanne, fondée sur les saisons, et où les fêtes sont étroitement réglées par les travaux. Il y aura toujours une sorte de Pâques aux champs et une sorte de prêtre. Sans compter que le sentiment de la propriété, source peut-être de tous les maux politiques, y est fondé directement sur le travail et sur les signes du travail. Labourer et semer donne un droit évident sur la moisson. Je conclus que l'esprit prolétarien, l'œil fixé sur des victoires politiques étonnantes, mais toujours menacé,
doit regarder avec soupçon l'existence paysanne, isolée, indépendante, et, par cela même, destinée, si on l'abandonne à son heureuse routine, à restaurer sans le vouloir l'immémoriale tyrannie.